Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à Entretien. Cette semaine, je vous propose une rencontre avec Karine Lauzon. Native de Papineauville, Karine Lauzon étudie en administration à l'Université du Québec en Outaouais. Après avoir occupé de nombreux emplois, elle devient travailleuse autonome durant 13 ans. C'est en 2011 qu'elle accepte de devenir directrice générale du regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre. Karine Lauzon, merci d'accepter notre invitation. On vous connaît bien sûr comme la directrice générale du regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre depuis maintenant presque 3 ans, en fait, janvier 2011. Mais on avait envie de découvrir la femme derrière la directrice générale. On commence tout de suite par le début, native de Papineauville, famille de 2 enfants. Vous êtes 2 sœurs, mais vous êtes très près l'une de l'autre. Oui, exactement. Donc, ma sœur, c'est pratiquement mon amie. Donc, on est très près parce qu'on se parle d'à peu près n'importe quel sujet de conversation qu'on peut avoir aussi avec une amie. Puis, même avec ma mère, on est les trois, on est très près. Donc, le clan des 3 filles Lauzon. Ouais, 3 mousquetaires. Les 3 mousquetaires. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que pendant vos années de secondaire, j'imagine que votre sœur était avec vous, mais votre mère également, parce que votre mère était technicienne en audiovisuel. À la Polyvalente, on parle de Louis-Joseph Papineau à Papineauville. Le contact avec votre mère, comment ça se vivait au quotidien? Bien, en fait, au quotidien, ma mère, c'est une personne qui est très dynamique. Donc, je pense que j'étais capable quand même de faire le pont entre la personne qui travaillait, donc Francine, Jean-Ry, qui travaillait à l'école, et au retour à la maison, bien là, c'était vraiment ma mère. Nécessairement, bien, comme toute personne qui a un de ses parents qui travaille dans l'école secondaire, j'avais quand même de la facilité à avoir peut-être pas des passe-droits, mais des congés d'après-midi ou... Des petits privilèges. Des petits privilèges, exactement, que peut-être d'autres de mes amis à l'école n'avaient pas. Donc, aussitôt que j'avais mal aux cheveux, que je pouvais avoir mal au bout de cils ou encore au bout de nez, je pouvais avoir un congé rapide parce que suffisait d'un appel, puis l'après-midi, je pouvais la passer à la maison. Mais par contre, mis à part ça, je ne pouvais pas utiliser cette carte de privilège-là très souvent parce que nécessairement, ma mère avait l'opportunité d'avoir un contact assez privilégié avec les professeurs. Donc, juste de connaître mon cheminement scolaire, de savoir si j'avais eu des bonnes notes, tout ça, juste ce contact-là, ça la rassurait. Donc, puis elle me voyait, en fait, nous, on se voyait à tous les jours, mais malgré qu'on se voyait à tous les jours, même à l'école, donc moi, j'ai quand même eu un 5 ans consécutif avec ma mère. Mais quand je suis arrivée au cégep, ça a été une autre paire de manches. Parce que là, tu es rendue vraiment toute seule et là, tu vis tes responsabilités et... Ouais. Et d'avoir une mère, justement, qui vous suit à l'école, qui Ouais. suit votre cheminement Ouais. scolaire, est-ce que votre mère vous donnait, à vous et à votre sœur, des exigences peut-être un petit peu supérieures que quelqu'un dont les parents ne sont pas dans l'école peuvent vivre? Bien, en fait, non, c'était pas mal comme tous les parents, là, très ouverte comme mère, très dynamique. Puis, je vous dirais, c'était la matante de l'école. Donc, c'était la mère de bien du monde, de jeunes ou encore de plus vieux de l'école ou de mes amis, parce que elle créait un lien avec les jeunes très fort. Donc, ça l'amenait dans le fond que, bon, c'était ma mère, oui, mais à un moment donné, tu t'en souviens comme plus trop que c'est la mère. On parlait du clan des petites sœurs Oui. ou des femmes Lauzon. Votre père, à ce moment-là, qui travaillait comme gérant des pièces pour les camions lourds, est-ce que votre père était lui aussi très présent au sein du noyau familial? Et quel genre de valeurs étaient véhiculées chez vous? Bien, en fait, nous, on n'a pas trop eu la chance de grandir avec notre père. Parce que mon père, il vient d'une famille où est-ce que lui, son père, donc mon grand-père Fernand, était directeur d'école. Et mon père, il n'y avait vraiment pas la fibre paternelle. Et depuis qu'on est venu au monde, moi et ma sœur, on a 3 ans de différence. Mon père
pratiquement pas présent dans notre vie ou dans notre processus d'éducation. D'éducation, exactement, puis au niveau de notre cheminement personnel. Donc, moi, j'ai toujours grandi avec ma mère et ma grand-mère. Donc, mon père, je pourrais dire que ça a été un père qui était absent. Parce que, ben, lui, élever des enfants, il ne connaissait pas ça. Et faire des activités avec nous, c'était pas le cas. Ou faire des activités d'enfants, ce n'était pas le cas. On en ressent un peu, mais je pense qu'à un moment donné, tu te fais à l'idée que, écoute, ton père, c'est ton père, il est comme ça, puis on chemine quand même et on va de l'avant dans la vie. Là. Ça, c'est avec un petit peu de recul, mais au moment où on vit, est-ce que ça doit être difficile de sentir qu'on ne peut pas compter sur papa ou que papa n'est pas là, pour les activités? Ah, ben non, exactement. Tu n'as pas d'amour de ton père, là. Donc, nécessairement, il n'est jamais présent, il est jamais... ça ne l'intéresse jamais de faire aucune activité. Il venait souper, il terminait le travail, il venait souper, puis il s'en allait jouer au golf, régulièrement. Donc, de avril à octobre, c'était son horaire régulier. Puis les week-ends, on les passait très rarement ensemble. Peut-être juste les vacances là, communes, où est-ce que nous, on était vacances d'été ou vacances de Noël, semaine de relâche. Là, on pouvait faire quelques jours d'activité avec lui et avec ma mère, mais sinon, là, aucunement. Vous parlez d'activité sans être une fille qui est hyper active. Vous avez été une fille qui était très active tout au long de votre cheminement. Beaucoup, beaucoup de sport dans votre cheminement à la polyvalente et tout au long de votre vie. Oui, exactement. Donc, moi, j'ai commencé l'athlétisme. J'étais tout jeune, au primaire. Donc, c'était une façon aussi de pouvoir... brûler mon énergie que j'ai. Puis, donc, aussitôt que je terminais l'école, j'allais à la piste d'athlétisme. Je faisais partie du club, on l'appelait le CAPN, donc le club d'athlétisme Petite Nation. Puis, avec ce club-là, ben, l'entraînement régulièrement, pratiquement à toutes les 2-3 fois semaine, en plus d'avoir des week-ends complets de compétition à l'extérieur. Donc, ça nous permettait de voyager d'une autre façon. Puis en même temps, pour moi, ça me permettait effectivement de brûler de l'énergie parce que je roulais. J'en tournais du vent, disons. Il y a eu d'autres sports que l'athlétisme. Oui. Par la suite, moi, j'étais bien impliquée au niveau de la natation. Donc, j'ai fait tous mes degrés au niveau de sauveteur. Je suis aussi graduée au niveau d'être sauveteur national. Je n'ai pas renouvelé, par contre, parce qu'il devient un temps où est-ce qu'on ne peut plus tout faire, qu'est-ce qu'on aimerait. Puis, donc, la natation, très présent aussi comme activité. Puis maintenant, maintenant, c'est plus la course que je me prête à la course. Sinon, bien, beaucoup d'activités, soit individuelles, le vélo, le patin roue aligné. Sinon, on s'en va plus vers des activités de groupe, volleyball, badminton. Donc, tu sais, c'est autant individuel que de groupe. Donc, le but, c'est aussi d'avoir du fun et de s'amuser en tout ça. Et dans tout ça, ou à peu près toutes vos activités sportives, vous avez votre sœur qui vous suit et qui vous accompagne. Je peux imaginer que le lien que ça a dû créer entre les deux petites sœurs, là, de travailler, de performer ensemble. Oui, exactement. Ma sœur, elle a performé dans un domaine plus particulier. Elle faisait du saut à la perche. Oui. Donc, on n'avait jamais nos heures de compétition en même temps. Donc, ça nous permettait au moins de s'encourager mutuellement. Puis c'était aussi moins... c'était moins plate, ou encore on se... Mais vous ne compétitionnez pas l'une contre l'autre? Non, jamais, parce étant donné qu'on a 3 ans de différence, on n'a pas eu les mêmes catégories. Donc, moi, j'étais toujours plus jeune qu'elle. Puis, moi, j'ai toujours eu peur du fameux coup de fusil. Donc, c'était l'enfer. Donc, oui, ma mère, bon, à l'école et tout ça, mais tu as 15 ans, tu as peur du fusil. Donc, c'est juste drôle parce que ma mère devait aller... devait, je dis bien devait, aller informer les officiels pour dire c'est pas le coup de fusil, c'est le sifflet, parce que je pouvais pas arriver à performer aussi bien avec le coup de fusil parce que ça me faisait trop peur. Est-ce que ça a pu vous empêcher, jusqu'à un certain point, de performer à plus haut niveau, cette peur-là? Non, en fait, c'est plus personnel. À un moment donné, l'athlétisme a cessé, le club aussi a cessé ses activités par manque d'entraîneurs, parce que nécessairement, c'est une vocation, là.
être entraîneur en athlétisme, tu amènes tes élèves ou en fait tes athlètes à un niveau assez élevé, mais ça dépend aussi de la volonté des gens. Donc, la volonté est-elle présente? C'est à savoir de tous et chacun, mais de mon côté, c'est plus on a cessé parce que le club n'avait plus d'entraîneur. Donc, on parle d'une fille qui est très sportive. Oui. Par contre, au moment de choisir le domaine d'études, vous choisissez l'administration. Il y a vraiment deux mondes. On vous aurait peut-être vu comme professeur d'éducation physique. L'administration, qu'est-ce qui a motivé ce choix-là? Bien, en fait, l'administration, j'ai fait un petit cheminement au niveau d'un orienteur. Et parce que je n'étais pas capable de mettre vraiment le point sur le domaine, le champ que j'aurais préféré. J'ai toujours aimé l'argent. En partant. Et de là, avec les tests qu'on a faits en orientation, on a décidé d'aller plus loin et de faire aussi, d'aller vers le choix de carrière ou de profession. Donc, dans les choix qu'il y avait les choix au niveau de la restauration, il y avait le choix au niveau de la gestion et administration. Donc, j'ai commencé au cégep avec l'administration. Oh, malheureusement, ça n'a pas été très fructueux. Oui, très concluant. Non, exactement. Par la suite, donc j'ai juste fait un an. J'ai cessé parce que c'était plus décourageant que d'autres choses. Puis les cours très générales. Mais je pense que je suis tellement une fille d'action que à cette époque-là, l'administration, non, pas pour l'instant. Donc, je suis allée faire un cours en restauration ici au Centre de formation professionnelle, Relais de la Lièvre-Seigneurie. Puis j'ai adoré. Donc, j'ai travaillé pendant 10 ans de temps à la Lanterne, à Montebello. Donc, vraiment, ambiance très familiale. Puis, en fait, les années passent, tout ça. Donc, j'ai continué mes études, mais je suis allée débuter, en fait, un cours, mais en administration à l'Université de Hall. Que vous continuez actuellement. Exactement. Et que vous souhaitez qu'il va vous mener vers un MBA d'ici Exactement. quelques années, parce que c'est long, mais ça vaut quand même la peine. Bien, exactement, ça vaut la peine. Puis aussi, j'acquiers de l'expérience en ce moment. Donc, je pense que c'est juste le cheminement qui est idéal. Vous nous parliez de restauration. Vous nous avez parlé de la Lanterne. Vous avez travaillé là 10 ans. Oui. La Lanterne, on sait qu'il a fermé il y a quelques années. Oui. Vous me disiez que si c'était encore ouvert, on vous trouverait encore là comme... Assurément. Qu'est-ce qui fait que vous avez tant aimé la restauration, justement? C'est parce que c'est un domaine qui est d'action. C'est pas routinier. Puis, ça t'amène à rencontrer des gens, à faire du service aussi personnalisé. Puis, de table en table, c'est jamais pareil. Donc, c'est pas très loin du regroupement des gens d'affaires. Oui, exactement. Alors, si vous permettez, on va prendre une pause et on revient tout de suite après pour continuer notre discussion. Oui, merci. Je m'appelle Clémence. À ma naissance, il me manquait un pied, fait que j'ai une prothèse. C'est très utile. Quand je suis à l'école, il n'y a rien que moi qui est amputé. Au séminaire, il y a des amputés de guerre. Je vois beaucoup de personnes qui sont comme moi. Je retrouve un peu ma deuxième famille. Quand je reviens du séminaire, je suis énergique. Il n'y a rien qui va m'arrêter parce que je suis une vainqueur. Le séminaire des amputés de guerre, on est une grande famille, on a toute hâte de se voir. Il y a des grands, il y a des petits, puis les grands apprennent des petits comme les petits apprennent des grands. J'ai toujours aimé prendre des photos. J'étais la photographe désignée de la famille. Quand j'ai voulu poursuivre ma passion, les amputés de guerre m'ont financé ma nouvelle prothèse. Pour moi, l'association des amputés de guerre, ça m'a apporté d'être simplement bien avec moi-même. Je suis juste moi. Alors, on est de retour à Entretien pour continuer notre discussion avec Karine Lauzon. Karine Lauzon, juste avant la pause, on a parlé de vos études, du choix d'études, on a parlé de restauration. Dans votre cheminement au travail, il y a eu les caisses populaires. Vous avez travaillé pendant un bout de temps pour le mouvement des caisses Desjardins. D'abord, quel était votre rôle aux caisses populaires? Bien, en fait, aux caisses, j'ai travaillé, entre autres, à la Petite Nation. Et mon rôle était tout simplement d'être au service caissier. Donc, au service caissier, on fait les transactions régulières de tous et chacun. Puis, par la suite, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que plus que tu es
est bonne, on va le dire comme ça. Plus que tu as de l'initiative et en même temps du respect à tous et chacun. Nécessairement, il y a des postes disponibles, soit par remplacement à certains postes. Donc, ça m'a permis, durant mes études, de travailler chez Desjardins. Et j'ai aussi la chance de travailler par la Fédération des caisses. On m'a formée pour être adjointe à une conseillère. Donc, nécessairement, ça a super bien été. Et j'ai cessé pour continuer mes études. Donc, mais il reste que le mouvement Desjardins, comparativement aux autres institutions financières, oui. on parle d'un mouvement coopératif. Oui. Déjà, on sent la fibre de celle qui va travailler dans le communautaire un peu plus tard. Bien, c'est fort possible parce que le mouvement Desjardins au niveau de la coopération sont très axés sur les gens. Ouais. Puis, c'est très familial. Le but de cette coopération-là, c'est que, en fait, chaque membre a le droit de vote et ce n'est pas nécessairement les hauts dirigeants qui choisissent pour chacun des individus. Donc, c'est vraiment l'individu qui choisit pour eux autres mêmes. J'aime beaucoup ce profil-là d'entreprise, je te dirais. Puis, même à travailler chez Desjardins, c'est un travail, que tu sois employé ou en ce moment dirigeante, c'est vraiment familial. Donc, si on prend un 5 minutes le matin au niveau de Desjardins en tant qu'employé, juste de parler de qu'est-ce qui ne va pas parce qu'on s'est réveillé sur le mauvais pied le matin, Ouais. ça fait juste nous faire en sorte qu'on part mieux notre journée, on oublie ça, puis on est capable de performer quand même. Je trouve ça particulier. Vous parlez de familial, Ouais. le clan familial un Ouais. petit peu plus tôt. Le prochain emploi que vous allez occuper à l'imprimerie Papineauville. Ouais. Vous m'avez aussi parlé, quand je vous ai rencontré il y a quelque temps, d'une entreprise familiale. C'est presque Oui. si c'était un espèce de parcours préétabli. À l'imprimerie Papineauville, justement, vous étiez vendeuse ou quel était votre Ouais. rôle exactement? Exactement. Moi, à l'imprimerie, j'étais représentante des ventes. Donc, j'étais sur la route et je développais les ventes pour les produits Canon. Donc, c'est les photocopieurs, principalement imprimantes, pour les entreprises. Donc, c'est quand même là, des bonnes machines pour faire de la photocopie. Puis, moi, je développais tout l'Outaouais. Donc, oui, je suis comme rentrée dans une entreprise qui est familiale parce que ça a vraiment été de père en fils. Et M. Woodward qui a créé cette entreprise-là, je pense que c'était à vocation aussi familiale parce que j'étais représentante sur la route, mais je prenais comme si c'était mon entreprise parce que j'y croyais et on allait toujours devant. Donc, mon service était peut-être plus personnalisé à ce niveau-là parce que je les connais, l'imprimerie Papineauville. Ils sont tout près de chez moi, à Papineauville, de chez mes parents. Puis, depuis que je suis jeune, je vais chercher ma papeterie. Puis, ils m'ont vu grandir par les années et tout ça. Donc, à un moment donné, tu viens à se connaître. Hein? Dans les petits villages, c'est très amical comme relation. Mais il reste que vous étiez vendeuse Ouais. et que le métier de vendeuse, c'est loin d'être rassurant. Surtout que vous étiez, à un moment donné, vous étiez la seule représentante sur la route. Exactement. Comment vous viviez les échecs? Parce qu'on sait que toutes les ventes ne peuvent pas se concrétiser par un contrat signé. Non. Quand ça ne se concrétisait pas, comment vous viviez ça, Karine? Bien, en fait, à mes débuts, tu concrétises un contrat. Écoute, on devient folle. Folle. C'est une réussite au maximum. Et c'est parce que sont quand même dispendieux, les photocopieurs. Là. On s'entend, c'est un choix à faire. C'est comme s'acheter une voiture. Là. Tu magasines. Et le photocopieur, qu'est-ce qui arrive? C'est que c'est un domaine assez ingrat comme produit à vendre. Quand je dis ça, je veux juste bien m'expliquer. C'est parce qu'on a d'autres compagnies aussi sur les territoires, mais on parle des compagnies plutôt manufacturières, comme Xerox, comme Canon, mais Canon qui est plus vers Ottawa. Nous, à l'époque, on était, pas à l'époque, maintenant aussi, on était un détaillant, donc des produits Canon. Donc, en étant détaillant, nécessairement, nous, on achète, donc on vend nécessairement une petite affaire plus chère. Donc, je pense que je me suis démarquée par mon sourire,
par la gentillesse, par l'ouverture, par le service après-vente. Donc ça, c'était les forces sur lesquelles que je réussissais facilement à vendre. Mais quand tu as un échec, c'est pas facile à prendre parce que nécessairement, tu perds une vente, tu perds de l'argent. Donc, à un moment donné, ça devient que c'est très demandant mentalement parce que tu deviens à avoir une attitude peut-être plus vorace au niveau des clients sans nécessairement t'en apercevoir. C'est certain que oui, avec du recul, tu t'en rends compte. Mais quand vous parlez de l'imprimerie Papineau, vous dites encore Oui. nous. Vous avez Oui. encore ce sentiment Oui. d'appartenance-là, même après presque 3 ans que Oui. vous avez quitté? Oui. Pourquoi je dis le nous? Parce que j'ai quand même développé beaucoup au niveau de l'Outaouais. Puis, je joue encore au golf avec des clients, des anciens clients qui ont conservé leur photocopieur à l'imprimerie Papineauville. Puis, je pense que je vais toujours le dire le nous parce que ça a été une famille. Puis, à un moment donné, tu as des échecs. Bien, quand tu reviens au bureau après cet échec-là, bien, tout le monde, unanime, la majorité, sont tous là à te dire c'est pas grave, on continue, on va de l'avant. Une vente de perdu, on va en retrouver 10, là. Vous étiez à ce moment-là même, vous étiez membre du regroupement des Oui. gens d'affaires Exactement. de la Basse-Lièvre. Oui. Et en janvier 2011, à l'annonce du départ d'Anne Mercier, on vous a proposé pour devenir la directrice générale. D'abord, est-ce que vous avez été surprise qu'on vous considère pour le poste? Oui, effectivement. En fait, avec Anne, étant donné que j'étais sur le conseil d'administration, en étant représentante aussi, je pouvais soit lui donner un coup de main ou encore être plus présente que d'autres commerçants qui avaient leur commerce et qui devaient rester, dans le fond, en entreprise. Puis, on a vraiment développé une belle amitié avec Anne Mercier. Et dans le fond, je lui faisais part peut-être de mes coups, de mes bons coups, de mes moins bons coups au niveau de mon travail, des difficultés aussi. On en a, là. Même si on dit qu'on n'en a pas et qu'on adore notre job, il y en a quand même. Puis, de là, quand ils m'ont proposé vers le mois de janvier 2011 le poste de Anne, parce que Anne quittait pour la Fondation Santé Papineau. Et oui, j'ai été très surprise. En fait, ça a été 2 membres du conseil d'administration qui me l'ont appris, qui me l'ont proposé. Très surprise juste de savoir, en fait, qu'ils me considéraient et qui aimaient mon énergie pour pouvoir continuer à amener le regroupement et à l'amener un peu plus loin. Donc, moi, j'ai été quand même membre du regroupement des gens d'affaires en tant que travailleur autonome pendant 2 ans. Donc, on a beaucoup développé le côté comité recrutement et tout ça avec M. Trudel, donc toujours du travail d'équipe. Puis, en arrivant, en fait, au regroupement, j'ai apporté mon dynamisme, j'ai apporté un côté plus frais, je vais dire plus frais, parce que nécessairement, entre une gestionnaire comme Mme Mercier, qui était très, très actualisée et très impliquée aussi dans beaucoup d'événements ou dans beaucoup d'organisations. Donc, elle avait une connaissance très approfondie aussi elle a été conseillère à cette époque-là. Donc, elle connaissait très bien le milieu. Moi, quand je suis arrivée, Mme Mercier m'a quand même donné un très bon coup de main pour pouvoir connaître le milieu puis avoir une connaissance plus approfondie pour pouvoir là, voler à un moment donné de mes propres ailes. Qu'est-ce qui vous a surpris le plus quand vous êtes entré en place? Est-ce que vous avez senti qu'il y a une espèce de collaboration entre les différents commerçants ou les différents gens d'affaires du secteur? On parle de Basse-Lièvre, d'abord et avant tout Buckingham, j'ai l'impression, mais un petit peu aussi Masson-Angers. Oui. Est-ce que vous avez senti qu'il y a une collaboration entre les différents gens d'affaires? Bien, en fait, c'est certain qu'ils se connaissent tous. La plupart ont, soit qui habitaient Buckingham, qui étaient des natifs de Buckingham et qui ont ouvert un commerce, ou encore, des fois, c'est tout simplement de père en fille, de père en fils, et la reprise de l'entreprise se fait là, dans la famille. Je vais vous dire, il y a quand même une belle synergie au niveau des gens d'affaires. Tout le monde se connaît. Il y a quand même un côté Familial? Oui, de familial. Je pense qu'on le retrouve quand même, mais c'est plus fort au niveau du conseil d'administration du regroupement parce qu'on se voit plus régulièrement. Et juste le fait de se voir plus régulièrement, on voit
un changement parce qu'on vient vraiment là, avec des liens là, assez serrés. Il y a un phénomène qui est nouveau sur l'avenue Oui. de Buckingham quand on se promène, c'est-à-dire plein de locaux commerciaux à louer, alors qu'auparavant, c'était vraiment une pénurie. Comment on peut expliquer qu'il y a tant de locaux actuellement? Bien, en fait, sur le nombre de locales qu'on a sur l'avenue de Buckingham, ça représente sur les locaux vacants environ 4 Donc, c'est quand même, notre ratio est quand même assez intéressant. Par contre, effectivement, ça fait peur. Puis je vais le dire, ça me fait peur. Pourquoi je vais jusque-là? C'est parce qu'il faut aussi avoir une stratégie qu'on est en train de développer par notre plan de marketing, une stratégie pour aider ces commerçants-là, ou en fait ces propriétaires d'édifices, d'établissements, à pouvoir combler leurs locaux. Puis, donc, c'est soit en connaissant très bien notre mix commercial, connaître aussi nos fuites commerciales. Qu'est-ce qui nous manque? Est-ce qu'il nous manque une cordonnerie? Est-ce qu'il nous manque une entreprise ou une boutique de linge, comme on a déjà eu dans le temps? Donc, tu sais, c'est vraiment d'aller développer à ce niveau-là. Mais ce n'est pas un petit peu aussi le rôle du regroupement de tenter d'amener les gens à consommer sur l'avenue de Buckingham, ce qui est de moins en moins le cas, j'ai l'impression, avec les années? Bien, en fait, je pense qu'il y a eu un côté ou un air qu'on est en plein dedans au niveau des smart centers. Je vais les appeler comme ça. Donc, on en va aux abords de l'autoroute, ces choses-là. Où est-ce que les gens magasinent et doivent faire place en place et tout ça? Donc, oui, ils ont un stationnement à prendre et ensuite, c'est à eux à se déplacer à pied. Mais le phénomène va changer dans quelques années où est-ce qu'ils vont s'apercevoir que, les produits du terroir reviennent, le service personnalisé est de plus en plus là, c'est le fun d'avoir un service puis justement de connaître les gens. Je pense que ça va revenir le fait que les gens viennent consommer dans les centres-villes comme déjà. C'est donc la mission que le regroupement s'est donnée. Oui, exactement. Alors, on va vous souhaiter, Karine Lauzon, que cette mission-là continue. Je sais que vous avez plein de projets sur la table. On va suivre ça de très près. Merci infiniment du temps que vous nous avez consacré. Merci. Bonne continuité au regroupement des gens d'affaires. Beaucoup. Alors, c'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. Mon nom est Michel Pilote. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission d'entretien. D'ici là, passez une bonne fin de soirée sur nos ondes. Merci.